RCN. Le son de la différence. On va pas se raconter d'histoire sur RCN, Philippe Rivet. Bonjour à toutes et à tous. L'invité de ce jour a la réputation de ne pas faire dans l'eau tiède quand il s'exprime. Il a la répartie parfois assez rugueuse. Il ne fait pas dans le détail quand il monte au front. La discipline et la force des armées, selon l'adage, ça tombe bien. Il était secrétaire d'État aux anciens combattants et de la mémoire auprès du ministre de la Défense de 2014 à 2017. Il est l'un des plus fidèles proches de François Hollande, qu'il rencontre toujours de temps à autre. Sénateur socialiste de Moselle depuis 2001, il nous dira s'il raccroche ou pas en septembre. Bonjour Jean-Marc Todeschini, comment allez-vous ? Écoutez, je vieillis comme tout le monde, mais dans l'ensemble ça va bien. 11h midi sur RCN, on va pas se raconter d'histoire. Philippe Rivet. Je suis allé un peu vite, je disais comme de tradition dans l'émission, on va passer en revue votre CV. Vous êtes né en 1952 à Longwy, donc vous êtes un Meurthe-et-Mosellan, d'une mère au foyer et d'un père immigré italien, fraiseur dans la sidérurgie. Vous devenez instituteur à l'âge de 19 ans, puis maître formateur et directeur d'école à Marly, donc en Moselle, avant d'accéder au poste d'inspecteur de l'éducation nationale. Parallèlement, vous vous engagez en politique. En 1993, vous êtes élu premier secrétaire fédéral du PS de Moselle, poste que vous tiendrez une vingtaine d'années, 19 exactement, si je ne me trompe pas. Vous êtes membre du conseil municipal de Talange depuis 1983, avec juste 2 courtes interruptions. Vous avez été également conseiller régional. En 1997, vous devenez le chef de cabinet de Jean-Pierre Masseret, secrétaire d'État chargé des anciens combattants. Vous êtes un proche de Jean-Pierre Masseret, vous avez une longue vie politique ensemble. C'est toujours le cas aujourd'hui. Masseret avait un peu bifurqué vers les macronistes. L'amitié reste, on ne parle pas trop politique. Bien, on ne parle pas politique à table alors. En 2011, miracle, on va finir par croire que le miracle existe en politique. Le Sénat bascule à gauche. Mais ce n'est pas le grand soir au Palais du Luxembourg pour autant. Vous êtes élu premier questeur, et là vous serrez les manettes, vous serrez les boulons un peu partout, puisque vous avez économisé 35 à 40 millions là, à l'époque. Vous aviez fait quand même des économies. Vous avez chatouillé pas mal les sénateurs là, quand même sur leurs dépenses. Je peux vous expliquer pourquoi tout à l'heure si vous voulez. Et bon, on reviendra dessus, parce qu'on abordera le train de vie sénatorial qui a encore suscité récemment des polémiques et des critiques, surtout au moment du débat sur les retraites. En 2014, vous devenez secrétaire d'État. En 2014, vous avez été... vous devenez secrétaire d'État, justement, dans le gouvernement Valls. Et vous restez sous Bernard Cazeneuve. Vous êtes... secrétaire d'État d'un ministre de la Défense qui a fait une carrière macroniste par la suite, Jean-Yves Le Drian, et vous avez sans doute l'occasion de croiser un autre ministre qui deviendra président, Emmanuel Macron. Quel souvenir que vous conservez ? Un séducteur. Comme le ministre de tutelle, vous l'avez dit, Jean-Yves Le Drian, était parti très tôt en campagne avec lui, bien sûr, le secrétaire d'État était une prise à prendre, ouais. Ça ne s'est pas fait. C'était pas possible. Oui, vous n'avez pas été tenté par le macronisme. Pas du tout. En 2018, vous soutenez la candidature de Stéphane Le Foll comme premier secrétaire du PS. Bon, ça ne marche pas trop, c'est Olivier Faure qui prend la main. Olivier Faure, c'est toujours pas votre tasse de thé aujourd'hui ? Écoutez, on parlera du Parti Socialiste dans l'état où il est aujourd'hui, du congrès de Marseille, de ce qui se passe, de la division, de la mise en tutelle totale de mon parti par LFI. Alors je ne parle pas de la NUPS, parce que lorsqu'on parle de la NUPS, si on critique, on nous dit qu'on n'est pas de gauche et pas pour l'Union. Aujourd'hui, pour construire quelque chose, il faut un rassemblement de toute la gauche. Et j'apprécie les propos de Roussel de la semaine dernière.
Bien, voilà à peu près le bilan de votre carrière. Là. Est-ce que j'ai oublié quelque chose dans votre CV, dans votre parcours ? Il n'y a pas eu d'interruption. Depuis 1983, je suis conseiller municipal de Talange. Je n'ai jamais cessé, même quand j'étais ministre. Il faudra rectifier sur votre page Wikipédia, là, parce que j'aurais pu piquer à droite et à gauche. On transmettra à votre attaché parlementaire. Oui. On va continuer, non plus maintenant sur votre parcours, mais sur un certain nombre de questions de l'actualité. Peut-être avant d'aborder l'actualité, comment vous venez de parler là, de LFI et de Roussel, comment vous avez regardé le vote à l'Assemblée nationale où la majorité de députés considérait que l'Holodomor, donc vraiment la famine qui a touché des millions d'Ukrainiens dans les années 30, qui avait été décidée et organisée par Staline, était considéré aujourd'hui, depuis le vote de cette loi, comme un génocide. Mais les communistes n'ont pas voulu voter et puis LFI n'a pas pris part au vote. Vous l'avez dit, j'étais en charge de la mémoire. Oui, moi, justement. Je pense que la loi, en général, ne doit pas écrire l'histoire. L'histoire, on la laisse aux historiens et même eux sont divisés et ils font certainement mieux le travail que nous. Alors si cette loi vient au Sénat, je ferai comme mon groupe sur ce sujet-là, je serai discipliné. Donc je voterai probablement, mais faut-il vraiment réécrire l'histoire en ce moment ? Est-ce que ça amène quelque chose ? Ne vaut-il pas mieux se pencher sur la situation actuelle des Ukrainiens, sur les enfants déportés en Russie, sur les conditions de vie dans certains secteurs de l'Ukraine, le Donbass je crois qu'il y a d'autres sujets à traiter, même si celui-là surgit aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il va amener de mieux pour la vie des Ukrainiens qui souffrent aujourd'hui ? Les lois mémorielles, c'est toujours un problème en France. On a une fâcheuse tendance, peut-être, à proposer des lois mémorielles, mais il y a certaines lois mémorielles qui peuvent se justifier, tout de même. Oui, mais on peut très bien dire qu'on est d'accord avec des historiens, mettre en place une commission, et puis essayer de voir si eux sont d'accord. Mais je constate que si on parle d'histoire et de mémoire qui concerne la France, là, on n'est pas d'accord entre nous, et c'est la grosse division. Parce que pour l'Holodomor, c'est quand même largement documenté. Oui. Après, Roussel parle de l'intentionnalité ou mais pas. Je n'ai pas dit que je Staline. voterai pas. Je vous ai dit que je voterai, je ferai comme mon groupe. Oui. Mais je suis réticent à tous ces sujets-là pour avoir eu la mémoire en charge. Je sais très bien quelle est la mémoire aussi de notre pays. J'ai été le premier ministre d'un gouvernement français à me rendre à Sétif. C'est pas simple, j'ai reçu des tombeaux d'injures, mais j'ai reçu aussi des félicitations. Donc c'est pas simple de vouloir légiférer et écrire l'histoire, il faut avancer à petits pas et pratiquer la réconciliation. J'étais aussi à l'anniversaire du centenaire du génocide des Arméniens, donc je connais beaucoup de sujets, j'ai eu à traiter beaucoup de sujets. Donc prudence. Donc, on va continuer justement sur l'actualité internationale, notamment sur l'Ukraine, parce que vous venez de publier, d'être l'auteur d'un rapport qui est sorti, je crois, en février. Vous êtes co-auteur avec le sénateur Cédric Perrin, sénateur LR du territoire de Belfort, d'un rapport intitulé « Ukraine, un an de guerre, quels enseignements pour la France ?» Le sénateur Perrin est vice-président de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées, comme ça qu'on l'appelle au Sénat, dont vous faites également partie. Pour résumer votre rapport, on va dire qu'il est plutôt critique sur les moyens militaires de la France, qui, selon vous, s'est abstenu de renforcer ses efforts de défense après l'invasion de l'Ukraine par la Russie, en choisissant de conserver la trajectoire de la loi de programmation militaire de 2018. Pour résumer aussi, vous appelez à un retour aux fondamentaux des conflits, en d'autres termes, à changer de logiciel, selon votre expression. Le nucléaire ne doit pas être notre ligne Maginot. Est-ce que vous pouvez préciser votre pensée là-dessus ? Tout simplement, la dissuasion, nous sommes le seul pays de l'Union européenne à posséder l'arme nucléaire. Mais ça ne suffit pas. À côté de cette arme nucléaire qu'il faut moderniser, il faut, avoir une armée traditionnelle. Et on voit bien que l'arme nucléaire n'est que la dissuasion finale. Donc c'est quelque chose qu'on ne doit pas utiliser. On voit bien d'ailleurs ce qui se passe en Ukraine. Poutine détient l'arme nucléaire et m'étonnerait qu'il l'utilise. Donc il nous faut nous renforcer aussi et donner les moyens à notre armée de pouvoir être une armée moderne. Vous pensez que Poutine n'osera pas aller
Écoutez, j'ai toujours pensé que Poutine Jusqu'à n'envahirait impensable. pas l'Ukraine. Donc, je ne vous répondrai pas à cette question-là, parce que, comme beaucoup de Français, je pense que je pensais jamais qu'on verrait ce qu'on voit aujourd'hui. Et dans tous les discours que je faisais lorsque j'étais ministre et que j'allais auprès des jeunes, je leur expliquais que l'Europe, c'était la paix. On avait construit la paix à travers l'Europe, même si l'Europe politique peut être très critiquée. Et jamais j'imaginais une seconde qu'on revivrait ces scénarios-là. Est-ce que finalement la principale erreur politique qui a été commise, c'est pas la suppression de la conscription ? Non. Non, j'ai vécu la suppression de la conscription. Vous l'avez dit, j'étais chef de cabinet de Jean-Pierre Masseret, qui était secrétaire d'État auprès d'Alain Richard, ministre de la Défense, et Chirac était à l'Élysée, Jospin à Matignon. Chirac a décidé de supprimer la conscription, et je peux vous dire que c'était quelque chose qui était devenu totalement inégalitaire. 1 sur 2 faisait le service militaire, et ceux qui faisaient le service militaire n'étaient pas issus des classes les plus aisées. Vous m'avez compris. Oui. Donc, c'était quelque chose qui ne pouvait pas continuer. Et on voit bien aujourd'hui, puisque je suis repassé au ministère de la Défense en tant que ministre, est-ce qu'aujourd'hui, on pourrait projeter en opération extérieure des conscrits comme on a pu le faire en Algérie ? Je ne crois pas. Je ne crois plus pas de l'opinion publique aujourd'hui. Et heureusement qu'on a une armée de métier. Et le SNU, ça remplace pas un peu la conscription ? Le SNU, c'est quoi ? Je vous pose la question. Je sais pas, moi je crois que il devait être généralisé, il ne le sera pas. C'est une utopie et une idée qu'on a dû souffler au président Macron, le candidat Macron, puisque j'ai vu travailler là-dessus au sein du ministère de la Défense. Personne n'était favorable à cette idée-là. C'est une idée, il a fait campagne dessus, quelqu'un a dû lui souffler, et une classe d'âge de 800 à 900 000 jeunes, garçons et filles par an, à encadrer. Il faut beaucoup de militaires. Et puis, est-ce qu'on peut, finalement... Les militaires expliquent qu'ils n'ont pas les moyens, c'est vrai ? Je peux vous le dire qu'ils ne les ont pas en termes humains et en termes d'hébergement. Et est-ce qu'on est, en France, prêt à apprendre le maniement des armes à tout le monde ? Après, on a un service civique qui existe. Je ne suis pas contre. On a une réserve opérationnelle. Il y a moyen de s'engager. Il faut amener les jeunes à s'engager. Mais le service national universel tel qu'il était conçu, c'est pas ma tasse de thé. Pour rester encore quelques longues minutes d'ailleurs sur votre rapport et parler de l'actualité liée à l'Ukraine, vous évoquez aussi dans ce rapport la position de la France au sein de l'OTAN. Est-ce que l'OTAN est en état de mort cérébrale, comme le disait justement Emmanuel Macron, ou est-ce que vous croyez, vous, à un renouveau d'une défense européenne, même pas un renouveau, la création d'une défense européenne ? Est-ce qu'il faut s'abriter sous le parapluie américain, ou s'il faut vraiment essayer de créer une vraie défense européenne indépendante ? Je suis sûr que vous avez la réponse vous-même. D'abord, je vais resituer notre rapport. Notre rapport fait avec Cédric Perrin, quelqu'un de droite et un homme de gauche comme moi, on est d'accord sur le constat. Il a été fait dans le cadre... j'étais aussi d'ailleurs vice-président très longtemps de la Commission des Affaires étrangères et de la Défense, il y a quelques mois que j'ai cédé la place à Rachid Temal, parce que je considère que c'est à une autre génération aussi de se confronter aux problèmes liés à la défense et aux affaires étrangères. L'OTAN. Moi j'étais d'accord avec c'est rare, mais j'étais d'accord avec Macron lorsqu'il a dit que l'OTAN avait un encéphalogramme plat. Je suis membre, dans mon CV, vous ne l'avez pas dit, je suis membre de l'Assemblée parlementaire de l'OTAN. Il ne s'y passait plus rien, sauf que c'était les Américains qui étaient là, c'était un marché, quoi. Mais ce qui s'est passé en Ukraine a réanimé totalement l'OTAN. Je vous l'ai dit tout à l'heure, nous, on a la dissuasion nucléaire. On est les seuls dans l'Union européenne. Mais tous ces anciens pays de l'Est qui sont dans l'Union européenne, tous les autres pays on voit bien la Finlande et tout, qui veulent regagner l'OTAN, ils ont besoin, eux, du parapluie américain. Et ils ne croiront jamais à une défense européenne. Et on voit bien que lorsqu'on aborde la défense européenne, y compris avec nos amis allemands, c'est plus que compliqué. On voit bien où ils se tournent. Mais est-ce que l'OTAN, c'est pas aussi plus que compliqué quand on voit l'attitude de la Turquie et son président Erdogan alors la Turquie qui cherche des noises quand même aux pays qui veulent adhérer à l'OTAN. J'ai aussi commis il y a quelques années, 2-3 ans, un rapport sur la Turquie avec Poniatowski qui était Ladislas. qui était sénateur LR.
Et pareil, un rapport qui est écrit à 4 mains, mais où on était d'accord entre nous. Et la Turquie a un rôle dans l'OTAN parce qu'elle a un rôle géographique. Oui. Sa situation géographique est là. Mais elle est très ambiguë, quand même. Plus qu'ambiguë, y compris lorsqu'elle a acheté du matériel russe, ce qui lui coûte cher par rapport aux Américains, puisque certains avions ne leur sont pas livrés. Mais la Turquie, on avait utilisé là, vous avez parlé de la ligne Maginot, l'arme nucléaire ne doit pas être notre ligne Maginot. Là, on avait utilisé une autre formule. On avait dit que les Turcs tiraient sur l'élastique, mais n'allaient jamais jusqu'à la rupture. C'est encore vrai aujourd'hui. On voit bien qu'ils ont négocié leur vote pour l'adhésion de la Finlande avec la Hongrie. On voit bien qu'ils cherchent toujours à tirer profit. Et Erdogan utilise tout cela en politique intérieure. Est-ce que ce n'est pas le maillon faible de l'OTAN? Il y en a d'autres. Ce n'est pas le seul maillon faible, mais la Turquie a aussi besoin de la couverture américaine. Est-ce qu'on peut penser que la couverture américaine est pérenne? On avait vu sous Trump n'avait pas grand-chose à faire de l'Europe. On sent que sur le plan économique, Biden est à peu près sur les mêmes positions, hein, peut-être un peu moins, façon un peu moins brutale, mais... Écoutez, les Américains sont aussi tournés vers l'Indo-Pacifique. Oui, et davantage. Oui, mais plus préoccupés par ce qui se passe en Chine et dans le détroit de Taïwan. Oui, vous avez raison. Leur départ, mais on y reviendra parce que le rapport traite aussi de ça. Le départ précipité d'Afghanistan a quand même été mal perçu. C'est un échec. Oui, c'est un échec. Et je pense que Poutine en a joué. Il a cru, comme il a vu que sur la Crimée, personne n'avait bougé. Et là, maintenant, ils ont réagi, ils sont là. Donc, difficile pour eux de se désengager rapidement, je ne dis pas que ça va être éternel, du soutien à l'Ukraine. Justement, vous parlez de la Crimée, vous étiez secrétaire d'État là, à l'époque, au gouvernement, en 2014, l'invasion de l'Ukraine. On a bougé mollement quand même, quoi. Après, bon, il y a... Il y a eu des discussions, et puis on a trouvé un équilibre entre les Russes, les Anglais et les Français pour assurer la sécurité de l'Ukraine. Et les Russes devaient assurer la sécurité de l'Ukraine, puisqu'il y avait un stock d'armement nucléaire qui était basé en Ukraine et qui a été retiré. Donc, oui, mais je pense que les logiciels n'étaient pas bons. Et on a cru qu'on vivait sur la paix, les dividendes de la paix. Et les analyses, il y a eu là des erreurs stratégiques. Sans parler du renseignement aujourd'hui, il y a eu des analyses stratégiques qui considéraient qu'on n'avait plus d'ennemis à l'Est. Et ça, c'était fini, que nous, on s'occupait de l'Afrique et c'était là-bas. On voit en Afrique, d'ailleurs, la France s'est mise à la porte, là, en Afrique. Toujours par les Russes et par Wagner. Oui. Là aussi, c'est le renseignement, c'est l'analyse qui a été mauvaise. C'est des erreurs stratégiques. On a pêché par naïveté. Je ne sais pas si Macron est naïf, mais il a pêché dans ses analyses, en tout cas. Puisque là, effectivement... nous, on l'a soulevé. On avait organisé un colloque, le groupe socialiste du Sénat, quand j'étais vice-président, sur le Mali, et on avait fait venir beaucoup de monde. On avait posé le problème du départ du Mali et du fait qu'on serait mis dehors. Et on voit bien qu'on n'a pas réagi. Wagner est venu, Centrafrique, aujourd'hui le Burkina Faso, le Mali, on est éjecté de partout, et on crée, je dirais, des situations où les Français sont haïs. On nous reparle de colonisateurs, pratiquement. Est-ce que derrière, au-delà de la position de la France, est-ce que ça ne veut pas dire qu'il y a un monde multipolaire qui est en train de se réorganiser? On voit au Proche-Orient que c'est en train de se retendre de nouveau entre Israël et les Palestiniens, que l'Arabie Saoudite est en train de se rapprocher de l'Iran, qui même l'Iran soutient la Russie. Est-ce qu'il n'y a pas tout un mouvement là, de tectonique des plaques? Ce qui serait le plus grave serait que l'agression russe vis-à-vis de l'Ukraine se concrétise par une victoire de Poutine. Là, je crois que ça serait un signal à tous ceux qui veulent mettre en l'air, je dirais, toute l'organisation internationale, les accords internationaux. La guerre d'Ukraine, on voit bien qu'on rentre dans un système où on veut contraindre des peuples. Mais est-ce qu'il ne faudra pas à un moment donné que les armées européennes, les Américains interviennent directement, parce qu'on parle de préparation de contre-offensive par l'Ukraine, et en même temps, on lit, c'était notamment dans, je crois, je vais faire un peu pédant, mais je l'ai lu l'autre jour dans le Wall Street Journal, qui est diffusé par le journal L'Opinion, que les Ukrainiens peinaient à reconstituer leurs stock humain, si j'ose dire, enfin leurs troupes, parce qu'ils sont en guerre depuis 1 an et demi, c'est
quand même compliqué. J'ai eu la même lecture que vous dans d'autres journaux. Effectivement, on nous dit que le ministre, je crois que le ministre de la Défense ukrainien a lancé des campagnes de recrutement. Parce que c'est compliqué, effectivement. C'est pas simple. Ce qu'on peut comprendre. Donc, est-ce qu'à un certain moment, ils vont pas avoir besoin d'aide vraiment plus directe Je ne crois pas à la possibilité, en tout cas, d'intervention. Je vais parler que de la France. Je ne vois pas aujourd'hui le président de la République envoyer des troupes au sol en Ukraine. D'autres moyens, oui, mais des troupes au sol, j'y crois pas une seconde. Là, on arriverait à la Troisième Guerre mondiale. Probablement. Je ne sais pas si ce serait la troisième, mais ça serait un conflit important avec peut-être d'autres moyens utilisés. Et ça me paraît aujourd'hui pas possible, pas envisageable. En revanche, ce qu'il faut faire, on ne peut pas parler, y compris en France, d'industrie de guerre et de ne pas donner les moyens aux entreprises de développer cette industrie de guerre. Donc on a des problèmes, je dirais, de main-d'œuvre, on a des qualifiés, on a des problèmes de soutien à nos entreprises, parce qu'aujourd'hui, on voit bien que pour l'Ukraine, les pays qui fournissent à l'Ukraine achètent sur étagère. Donc achètent surtout américains, achètent coréens, achètent... Et donc, nous, on n'a pas beaucoup reconstitué nos stocks. On est obligé de ramener en France certaines productions. Je pense aux poudres explosives, on le dit dans le rapport. Et on a à aider notre industrie. On ne peut pas simplement leur dire de se mettre en alerte et de ne pas les aider. Donc, la commande publique doit prendre en compte tout cela. L'Ukraine, c'est un conflit qui va durer, où on est déjà en phase de négociation. Est-ce que la Chine peut être un bon intermédiaire? Est-ce que vous y croyez ou pas? Non, je pense que la Chine est un observateur très fin de ce qui se passe en Ukraine, de ce qui se passe en Russie, parce que les yeux de la Chine sont tournés vers Taïwan. Et est-ce que le feu vert va être donné? Si les Américains se retiraient aujourd'hui du soutien à l'Ukraine, je pense qu'on aurait un autre conflit très rapidement. Oui, et malgré ça, certains envisagent, certains spécialistes disent que la Chine a déjà programmé la reconquête de Taïwan 2027. Oui. Ça, je ne peux pas vous dire. Je n'ai pas les informations nécessaires pour vous le confirmer. Donc, si je vous comprends bien, vous préférez nettement une intégration forte de la France à l'OTAN, une sorte de renouveau de l'OTAN. Je ne vous ai pas dit ça, mais je pense que les pays de l'Union européenne ne croient pas à une Europe de la défense et sont pour bénéficier du parapluie américain. Donc je ne crois pas aujourd'hui ce que voulait faire le président Macron. Je pense qu'une Europe de la défense, c'est aujourd'hui de l'utopie. On ira peut-être développer, on a déjà des brigades, mais est-ce que vraiment... une brigade franco-allemande. Oui, mais on a aussi au niveau européen, on a des militaires sous commandement européen, mais je ne crois pas du tout qu'on puisse aller développer tout cela. Vous appelez à des pistes concrètes dans votre rapport pour la future, voire les futures lois de programmation militaire. Le rapport est fait en amont de la loi de programmation militaire. Macron a déjà annoncé un effort 400 milliards, plus de 400 milliards pour 2024-2030. Comment, budgétairement, c'est possible alors qu'on a déjà 3 000 milliards de dettes? Vous mettez le doigt sur quelque chose qui fait mal, surtout dans la situation, je pense on en parlera tout à l'heure, des manifestations dans la rue, encore hier et la semaine prochaine. Cette réforme des retraites, c'est pour économiser 10 milliards, nous dit-on. Là, on voit bien que ce sont des centaines de milliards qu'on rajoute. Donc il faut déjà que cette loi de programmation militaire soit appropriée par nos concitoyens. Il faut expliquer, il faut faire de la pédagogie. Oui, c'est pas gagné. C'est pas gagné, d'accord? Donc on voit bien la disproportion. Lorsqu'on veut, on trouve de l'argent. Et pour 10 milliards, on met à feu et à sang le pays, là. On aurait pu peut-être trouver d'autres ressources pour financer ces 10 milliards qu'on veut économiser en rétablissant, par exemple, un impôt sur la fortune. Parce que la gauche a fait des propositions au Parlement, ou sur les très hauts revenus. Et moi, je crois qu'il va falloir faire de la pédagogie, mais l'effort est nécessaire. Et l'effort qui est fait, les 413 milliards annoncés par Macron, c'est au Parlement maintenant d'être vigilant sur la répartition. Je pense qu'une grande partie de ces milliards vont déjà être consommés par l'inflation. Et ensuite le coût des carburants. On annonce plutôt un tassement de l'inflation d'ici la fin de l'année, là, vous y croyez pas? Ouais, vous savez, le panier de la ménagère aujourd'hui, et la hausse, je lisais cette semaine, c'est plus de 13%. Je veux bien, l'inflation baisse un peu, mais le panier, les consommations directes, ce
ceux qui ont les plus bas revenus de France sont obligés de dépenser. Pour eux, c'est plus 13, plus 14%. Donc moi, je veux bien, on verra le niveau d'inflation. Donc la loi de programmation militaire doit venir bientôt en discussion. Elle vient bientôt, au mois de juin. Elle passe, on auditionne le ministre Lecornu prochainement et on a l'examen de cette loi de programmation militaire. En général, les présidents de la République veulent le vote d'une loi de programmation militaire avant le 14 juillet, avant le grand discours. Traditionnellement. Lecornu, c'est un bon ministre de la Défense. C'est un vrai politique. Et contrairement à celle qui l'a précédée, que je connaissais bien, parce que quand j'étais chef de cabinet, elle était secrétaire d'État dans le gouvernement Jospin, lui discute. Il présente, on peut discuter, on peut... Après, il est... à l'écoute aussi des ordres de l'Élysée. Mais ministre de la Défense, pouvoir régalien, c'est... Il est aujourd'hui, je dirais, dans le ton de l'Élysée, mais il est aussi à l'écoute des militaires. Jusqu'à midi, on va pas se raconter d'histoire sur RCN. Nous sommes en compagnie jusqu'à une bonne vingtaine de minutes avec Jean-Marc Todeschini, sénateur socialiste de Moselle, spécialiste de la Défense. Il était secrétaire d'État auprès du ministre de la Défense entre 2014 et 2017. Nous venons d'aborder assez longuement les questions ukrainiennes et les questions internationales. Nous allons peut-être maintenant nous pencher plus dans le détail sur la politique intérieure, sur la vie politique française dont Jean-Marc Todeschini est aussi friand et un fin connaisseur. On va peut-être commencer par le dossier emblématique en ce moment sur les retraites. Franchement, Jean-Marc Todeschini, est-ce qu'il fallait quand même pas une réforme sur les retraites ? Écoutez, on a auditionné le corps. Donc, comité d'orientation des retraites. Dans les 4 scénarios, y compris dans le scénario le plus dingue, le plus compliqué, on avait le temps. Cette année, les régimes sont excédentaires. Donc, je pense que Macron a plutôt voulu faire cette réforme, alors qu'elle n'était pas utile pour le moment. Il a voulu la faire par rapport, pour montrer l'exemple au niveau européen. C'est un vrai sujet. Après, le reste, c'était pas le moment. Je pense que c'était pas le moment, alors qu'on a une inflation galopante, on a le panier de la ménagère qui augmente de 13 à 14%, d'après les dernières infos, alors qu'on nous dit que l'inflation baisse, mais on a quand même le panier de la ménagère. Donc, je l'ai dit tout à l'heure, les plus pauvres dépensent tout dans la nourriture, remplir le frigo. Je crois qu'il y avait d'autres sujets. Il y a le sujet de l'école, il y a le sujet de la fin de vie, le sujet de la vieillesse. On voit bien, il y a tellement de sujets qui auraient pu être traités. Au jour d'aujourd'hui, on est là face à un gouvernement qui n'a plus de majorité, qui ne l'a pas, qui ne l'a jamais eu depuis les dernières élections législatives. Et puis, on nous refait le coup, on va continuer. Il n'y a pas de majorité alternative, là. Il n'y a pas de majorité alternative s'il y avait une dissolution. Donc, je n'ai jamais cru à la dissolution. Majorité alternative, il peut très bien décider... il était ni de droite ni de gauche. Mais là, il est de droite et de droite, ce gouvernement. Et on voit bien que les Français... je ne vais pas dire la rue, mais les Français manifestent dans la rue. Et que même s'ils étaient moins nombreux hier. Hein. Vous savez, ça coûte cher de faire grève. Il y a aussi, je disais, le frigo à remplir. Donc, Laurent Berger, les sondages, porte-parole de l'intersyndicale, Berger, maintenant disait qu'il y avait quand même encore une forte mobilisation. Il y a une forte mobilisation, toujours. D'ailleurs, la presse locale, le journal local, qui est le Républicain Lorrain, titre aujourd'hui « Forte mobilisation ». À la une. Donc, je pense qu'il y a eu encore du monde. Après, c'est sûr que... Mais est-ce que vous pensez qu'on peut continuer de cette manière ? On sent qu'il y a un blocage très clairement. Macron tient à ses 64 ans, l'intersyndicale ne veut pas en entendre parler. Elisabeth Borne appelle une période de convalescence et l'Élysée réplique en disant « Non, le débat démocratique est passé, on va passer à autre chose ». Est-ce que vous pensez, par exemple, que le couple exécutif peut résister à cette crise-là ? Je pense plutôt de la question, c'est Macron peut-il continuer à gouverner comme il le fait, comme il l'a fait depuis 2017 ? On a eu Macron 1 en 2017, il était majoritaire, donc on allait voir ce qu'on allait voir, on n'a rien vu. Et puis il y a le Macron 2, là, depuis les dernières législatives. Et il continue à faire comme s'il était toujours majoritaire à l'Assemblée. Il nous a fait le coup en disant « Non, je vais construire...
des majorités à chaque fois, je vais tenir compte du fait qu'à l'Assemblée, je ne suis pas majoritaire. Qu'est-ce qu'il ne fait? Rien. Et aujourd'hui, on nous resserre la même soupe. Il charge la Première ministre de trouver des majorités, de lui faire une feuille de route. Donc, et de trouver Elisabeth Borne, elle joue la montre, ou c'est Macron qui joue le supplice chinois et qui va se séparer d'Elisabeth Borne avant l'été? Vous avez raison, le supplice chinois, puisqu'il est en Chine. Macron voyage depuis toute la France est dans la rue et lui est à l'étranger depuis un certain temps. Mais je crois que ça ne peut pas tenir longtemps. Il a refusé de recevoir l'intersyndicale. On a quand même des manifestations depuis le mois de mars, depuis le mois de janvier. C'est quand même compliqué ces journées de mobilisation pour les salariés. Donc je pense que là, il va falloir qu'ils réagissent et qu'ils tiennent compte un peu de ce que les Français ne veulent pas. Donc justement, Macron n'aimait pas les corps intermédiaires, mais il est obligé de faire avec les syndicats. Les partis politiques se méfient des syndicats. Est-ce que les syndicats ne sont pas en train de donner une belle leçon d'unité, notamment à la gauche? Mais la gauche, nous en tout cas... Ou ce qui reste de la gauche. Nous, je retrouve le Philippe Privé là. La gauche, nous avons dit, Elisabeth Borne a invité les groupes parlementaires, nous avons refusé d'aller à Matignon, puisque nous ne sommes pas là pour prendre le devant sur ce combat que mène l'intersyndicale. Donc nous avons dit non, d'abord les syndicats. Je pense qu'aujourd'hui, il est clair qu'on n'ira pas quand même à Matignon si elle nous invite, parce qu'elle a été sourde, la réunion, il n'y a que Olivier Dussopt qui peut dire que la réunion a servi à quelque chose. Non, elle a servi à rien. C'est vos anciens camarades, ça, Olivier Dussopt? Oui, vous savez, Olivier Dussopt, le mardi, votait porte-parole du groupe socialiste à l'Assemblée nationale. Il votait contre le budget de la France. Une dizaine de jours après, je le retrouvais en face de moi au Sénat, en tant que secrétaire d'État au budget, pour venir défendre le même budget. Donc, vous savez, Olivier Dussopt, l'ambition peut être reine des fois. Et je ne vais pas faire d'injure à Olivier Dussopt, parce qu'il n'y a pas de raison. Mais au niveau des convictions, permettez-moi de dire qu'elles doivent être faibles. Donc, moi, je pense que Macron va être obligé de tenir compte de la réalité. Nous, on demande maintenant le retrait de ce texte. Il agresse Laurent Berger. Il a choisi d'affaiblir Laurent Berger, alors qu'il a tort. Il faut qu'il discute. Mais je n'ose pas penser qu'il n'y a pas des discussions quand même sous la table, et pas à la vue de tout le monde. Mais je pense qu'il faut discuter avec les syndicats. Et ça doit se pratiquer. Je pense qu'il a des conseillers, ça doit se faire. Mais nous, on demande le RIP pour essayer de faire un référendum. Le RIP, ça c'est... référendum d'initiative partagée, c'est quand même c'est dans la réforme de la Constitution mise en place par Sarkozy en 2008, mais c'est quand même une procédure très lourde. Très lourde, mais tout dépendra du Conseil constitutionnel. Est-ce qu'il examine et qu'il donne son avis en même temps que sur la loi? Parce que si la loi est examinée d'abord et qu'elle est promulguée, le RIP, il faudra attendre 1 an pour le mettre en place. C'est la Constitution, c'est cela. Et comment vous sentez le Conseil constitutionnel? Je ne le sens pas. Vous savez, le Conseil constitutionnel, pour moi, est souvent un tribunal politique. Les gens vous qui pensez que Fabius va faire la politique là? Pourquoi Fabius? Non, c'est le président, là. Oui, le président, mais je pense que quand je regarde ceux qui la composent, j'avais des collègues sénateurs, mais ils ne siégeaient pas à gauche. Donc Macron a peut-être des alliés au Conseil constitutionnel. Est-ce que oui, mais on rappelle que sous De Gaulle, quand le Conseil constitutionnel était gaulliste, c'est lui arrivé qu'il s'oppose quand même à certains. Mais est-ce que le Conseil constitutionnel va complètement annuler cette loi? S'il le fait, c'est qu'il rend service à l'exécutif aujourd'hui. Même si on pourra dire, vous avez fait une loi qui n'était pas une loi, qui ne tenait pas debout, mais ça... c'est ce qu'on entend, ça peut rendre service à Macron, mais en même temps l'affaiblir quand même. Là. L'affaiblir, non, parce que là, il pourra rebondir. Et je pense qu'il peut rebondir en élargissant sa majorité. Est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer, même si Gérard Larcher a dit non, mais de retrouver Gérard Larcher ou Darmanin à Matignon, avec un élargissement du coup majoritaire au Sénat, si c'était Larcher, puisque Retailleau deviendrait président, mais bon, il serait... Et puis, on aurait à l'Assemblée... C'est le scénario Todeschini du jour, ça? C'est peut-être le scénario Todeschini du jour, mais je vous ai dit tout à l'heure que je venais avec quelqu'un hier et j'ai causé de tout cela pour voir. Mais moi, je suis plus... Pour le moment, je ne pense pas que Larcher puisse dire oui. Il faudra d'autres conditions. Mais... parce qu'il est en renouvellement sénatorial. Donc, on a une élection sénatoriale, là. Puis les Français, si vous regardez les sondages qui sont sortis, même si on ne navigue pas avec des sondages, mais on sait bien que Macron est très friand de cela, les Français ne sont pas pour un rapprochement LR En Marche. Je dis toujours En Marche, parce que... Et donc, ça va être compliqué.
Vous venez de parler des sénatoriales, on sait que globalement c'est l'élection la plus cruelle en politique, la plus compliquée, la plus subtile, la plus saignante aussi parfois. Avant d'aborder l'avenir du Parti socialiste, le vôtre d'avenir, est-ce que vous repiquez au jeu en septembre ? Pourquoi vous parlez de l'élection saignante ? Les grands électeurs sont des gens pondérés. Ils ne demandent pas la lune. Donc, vous savez, en général... alors, en plus, dans un scrutin de liste comme en Moselle ou en Meurthe-et-Moselle, si vous êtes tête de liste, c'est plus facile, quoi. Donc, c'est pas... Il y a rarement des grands chambardements aux élections sénatoriales. Donc, est-ce que vous repiquez au jeu en septembre ? On en parlera quand vous voulez parler du Parti socialiste, on en parlera. Je ne demande pas mon investiture à Olivier Faure et à celui qui est chargé de cela, mais qui avait fait campagne en 2017 avec la photo de Macron sur ses affiches, sur ses professions de foi, et qui a fait la deuxième fois avec Mélenchon. Vous savez, c'est compliqué. Je ne leur demanderai pas à ceux-là mon investiture. D'accord, donc on comprend bien, ce sera une liste estampillée Jean-Marc Todeschini. Au service de la Moselle, si j'étais candidat. Mais comme ça a toujours été, y compris avec Jean-Pierre Masseret, avec Gisèle Prince, avec... on a été 3 sénateurs, un jour un de gauche, quand la droite se divisait. Mais je n'ai pas dit non plus, je vous donnerai plus de précisions tout à l'heure. Donc, parlons un peu du PS, on va remonter une élection récente, là, pour rester dans le domaine électoral, c'est l'Ariège, quand même, qui est quand même un cas où il y a quand même, au deuxième tour, c'est une députée socialiste, une élue socialiste qui a obtenu 60% des suffrages face à la sortante LFI, qui a été soutenue par Olivier Faure. On va essayer d'expliquer aux électeurs et à nos auditeurs, c'est un peu compliqué. Olivier Faure soutenait la candidate LFI, mais c'est une candidate PS qui était soutenue par Carole Delga, présidente d'Occitanie, par le numéro 2 du PS, Nicolas Maillard-Rossignol. Comment les électeurs peuvent s'y retrouver, là ? Je suis satisfait parce que vous avez dit que c'était une candidate socialiste. Oui, c'est une socialiste. Elle est socialiste, son passé est socialiste. Moi, j'ai entendu le premier secrétaire de l'Ariège la défendre, dire qu'elle était socialiste. Carole Delga, la présidente de région, dire qu'elle était socialiste. La présidente du département de l'Ariège, dire qu'elle était socialiste. Mes amis sénateurs, et notamment, y compris Jean-Pierre Bell, l'ancien président du Sénat, qui ont fait campagne pour elle, dire qu'elle était socialiste. Moi, je dirais d'abord que c'est grâce à elle, Martine Froger, que le Front National a été éliminé. C'est grâce à elle que la candidate de la majorité En Marche, de la majorité de Macron, a été battue. Martine Froger, elle est contre la réforme des retraites, elle est contre les 64 ans. Donc, pour moi, Martine Froger est une militante et une élue socialiste, et je suis toujours satisfait lorsque le groupe des députés socialistes augmente. C'est pas sûr qu'elle soit acceptée. Elle sera sans doute acceptée même par le groupe socialiste. Il devait y avoir débat. Je ne sais pas si l'édition a été prise ou elle a été prise ces jours-là. Elle devait quand même passer une sorte de grand oral pour voir si le PS l'acceptait dans son groupe. Moi, j'ai entendu Mathilde Panot, qui est la leader LFI, dire que c'était pas possible. Donc, j'ai aussi vu. Oui, vous pensez que c'est Mathilde Panot qui décide pour le groupe PS ? J'ai aussi vu l'adresse aux militants communistes qui réunissent leur congrès à Marseille, signée par Manuel Bompard, qui leur dit qu'ils espèrent que Roussel va être mis au pas par rapport à ses déclarations sur la NUPES. Ouais. Moi, je crois que on n'a pas besoin d'avoir de brevet de socialisme ou de brevet de gauche, surtout délivré par LFI. Vous pensez qu'aujourd'hui, à gauche, celui qui donne le tempo, là, c'est toujours Mélenchon, c'est Mélenchon qui décide. Olivier Faure, c'est le vassal de Mélenchon. Moi, je constate qu'au sein du Parti socialiste, c'est 50-50. Donc, je constate que si on considère qu'on est toujours dans la même situation de cet accord électoral qui a été passé, moi, je suis pour l'union de la gauche. Mais cet accord, il faut le dire qu'il n'était qu'électoral. Manuel Bompard dit aujourd'hui en écrivant communiste que ce n'est pas qu'un simple accord électoral. C'est quoi alors ? C'est tout simplement figer, avoir une rente à vie pour LFI ? Non, c'est pas ça. Moi, je suis pour le rassemblement de la gauche, mais je ne suis pas pour que LFI dicte sa loi. Donc, je suis dans un parti qui a fait un congrès, on est 50-50. À LFI, il n'y a pas de congrès. Donc justement, vous dites 50-50 au PS, là, vous êtes dans l'émission qui s'intitule « On ne va pas se raconter d'histoire ». Donc très clairement, là, le PS, il est en train d'imploser en ce moment. Écoutez, je pense que il y a deux fortes lignes. Ceux qui ont voulu sauver leur siège de député, qui sont allés négocier l'accord de coup, et puis
ceux qui veulent reconstruire une vraie force à gauche, une gauche de gouvernement. Et je ne vais pas parler de ce qu'on a vu et ce qu'on a pu voir à l'Assemblée nationale sur le débat sur les retraites. Mais ce n'est pas comme ça qu'on va y revenir. Même si cette réaction qui a eu lieu du non-débat et de blocage, c'est d'abord Macron qui le veut, en choisissant que les retraites, la réforme, la loi, passerait par une révision de loi de finances rectificative de la sécurité sociale. Tout ça pour limiter le temps de débat, d'accord ? Utiliser tous les artifices de la Constitution. Notamment donc, au Sénat, là. Au Sénat, on a bien vu ensuite tout ce qu'ils ont sorti comme pour empêcher le débat. Donc, on mise là-dessus pour que le Conseil constitutionnel considère que ça n'a pas été trop un débat réel. Donc, mais franchement, à l'Assemblée nationale, là, quelle image ont donné quand même les parlementaires ? Le malheur, c'est que je sais qui récolte tout cela, qui récolte les fruits de tout cela. 2027 va être compliqué. Mais si Macron ne comprend pas, il était là pour faire rempart au Rassemblement national. Aujourd'hui, il ouvre les portes de l'Élysée au Rassemblement national. Parce que cette colère qui s'exprime dans la rue, s'il reste sourd, s'il ne comprend pas qu'il doit faire marche arrière, cette colère s'exprimera. Elle ne s'exprimera pas aux européennes. Elle s'exprimera aux présidentielles et aux législatives. On a longtemps parlé de plafond de verre pour le Front National. Le plafond de verre n'accéderait jamais au pouvoir. Ça, vous n'y croyez pas, là ? Vous pensez qu'il y a vraiment un risque fort ? Je pense que Macron, En Marche, et tous ces partis qui soutiennent la politique actuelle du gouvernement sont en train de préparer, légitimer en tout cas, Marine Le Pen, Tisté. Ils sont inexistants dans le débat sur les retraites, mais ils peuvent récolter les fruits. Pour revenir sur la gauche, là, puisque vous définissez toujours de gauche... Qui, moi ? Oui. Ah, vous avez des doutes ? Non, mais j'écoute là, vos réponses à mes questions. Est-ce que finalement, ce n'est pas Manuel Valls qui avait raison quand il parlait de gauche irréconciliable ? Moi, je crois que Roussel a raison. Aujourd'hui, pour gouverner, il faut rassembler tout le monde. Donc, je ne peux pas prendre la formule de Manuel Valls, qui était d'un autre temps, cette formule. Aujourd'hui, il faut rassembler tout le monde, y compris ceux sur lesquels LFI met des interdits. On ne discute pas avec Cazeneuve, on ne discute pas. Regardez ce qui a été dit sur Martine Froger, l'élu. Elle a été élue par qui ? Moi, tout simplement, ils nous disent par le Front National. Mais j'ai en mémoire que c'est pas si vieux. Celui qui remplaçait Bompard, qui s'appelait Cattens, qui va revenir à l'Assemblée, qui est revenu là, qui était le numéro 2 derrière Mélenchon, il appelait les électeurs RN et le RN a voté pour LFI. Donc, un peu de modestie. Lorsque, dans un premier tour, on est dans une élection à 2 tours, le premier tour, c'est plutôt les gens qui vous soutiennent, qui votent pour vous. Mais au deuxième tour, y compris Manuel Bompard à Marseille, vous pensez qu'il n'y a pas eu d'électeurs qui viennent de droite ou d'ailleurs pour voter pour arriver à 50% ? Il faut bien aller chercher les voix ailleurs. Vous évoquez Bernard Cazeneuve, là, vous venez de mentionner son nom. Pour vous, c'est une hypothèse crédible, possible ou pas ? Vous savez, je ne me prononce pas sur cela. Je crois qu'il faut d'abord un rassemblement. Il n'y a pas d'homme providentiel, pas de femme providentielle. Donc, voyons, on va regarder, on va voir ce qui vient. Je pense qu'on est dans la gauche, vous l'avez dit, ce qui reste de la gauche est dans une situation tellement compliquée qu'aujourd'hui, il faut penser à rassembler. Il faut penser aux législatives. Est-ce qu'on est capable d'avoir quelqu'un qui pourra, au présidentiel, se faire élire président de la République ? Aujourd'hui, j'en suis sceptique. Mais je suis preneur de toutes les bonnes volontés. Juste avant l'émission, vous aviez déjeuné avec François Hollande. François Hollande peut-il encore jouer un rôle aujourd'hui ? Est-ce qu'il y croit encore ? Quel rôle ? Vous me dites, peut-il jouer un rôle ? Oui, il peut jouer un rôle au rassemblement de la gauche et à la progression de la gauche. Pour le reste, je ne suis pas devin et je sais ce qui se passe et les réticences pour certains, notamment pour LFI, puisque dès qu'on n'est pas d'accord avec eux, ils nous disent « vous voulez nous ramener François Hollande ». Moi, j'ai un profond respect pour celui qui a été président de la République, mais au jour d'aujourd'hui, je suis incapable de vous dire quels sont ses projets, quelles sont ses ambitions. En tout cas, il est dans le paysage politique. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a urgence à changer les institutions ? Est-ce qu'il faut retoucher la Ve République, enfin la Constitution, qui a déjà souvent été amendée, ou est-ce qu'il faut passer une 6e République ? Pourquoi une 6e République ? Vous savez, faire table rase, c'est compliqué. Mais aujourd'hui, je pense qu'avec ce qui s'est passé, je pense que le président de la République n'a pu, dans la tête, de modifier très rapidement la Constitution. Mais on a quand même, avec ce qui s'est passé, on voit bien, il y a 3 blocs, il n'y a plus 2 blocs aujourd'hui. Et pour avoir une majorité dans le système d'aujourd'hui,
il faut, je dirais, jongler. Et on voit bien que construire des majorités texte par texte, c'est pas possible. C'est ce que nous disait Macron, mais c'est ce qu'il nous redit aujourd'hui. Il nous refait le coup après cette réforme des retraites, mais c'est compliqué. Donc on a 3 blocs. Un bloc de droite, qui y compris à l'Élysée et à Matignon. On a le Rassemblement national et on a la gauche dispersée. Donc on va rester dans ces... pour un certain temps... Ça ressemble à un paysage proportionnel, ça ? Je sais pas. Je sais pas si la proportionnelle peut permettre de modifier le... Est-ce qu'il faut une dose de proportionnelle ou complètement oublier la proportionnelle ? On nous disait qu'il fallait de la proportionnelle pour que tout le monde soit représenté. Je constate qu'aujourd'hui, tout le monde est représenté. Donc, mais avec des taux de participation extrêmement faibles, qu'est-ce qu'il faut pour ramener les citoyens vers les urnes aujourd'hui ? Est-ce qu'il y a pas une crise sociétale, écoutez, je pense que... Une crise démocratique on est dans une crise démocratique parce qu'on voit bien que ni droite ni gauche ne fonctionne pas. On a une politique de droite et de droite. Et le ruissellement n'a pas fonctionné. Donc, pour revenir au bon vieux clivage gauche-droite... Il existera, je pense, oui. Il existera, je ne sais pas comment, parce que je vous ai expliqué qu'il y a 3 blocs. Et pour gouverner, ça va être compliqué. Alors, est-ce qu'il faut de la proportionnelle ? Peut-être, mais je ne suis pas devin sur ce qui peut être fait. De toute manière, ça sera très compliqué à l'avenir. Eh ben, on va passer, après ce tour d'horizon politique, et il nous reste encore un certain nombre de points à aborder, mais on va quand même passer à un domaine plus léger. Pour les auditeurs, pas forcément pour vous, c'est le questionnaire de Proust. Jusqu'à midi, on va pas se raconter d'histoire sur RCN. C'est oui ou non, c'est tout. Questionnaire de Proust en 10 questions, revisité par mes soins. Votre principal défaut ? La colère. Votre première qualité ? Je ne suis pas rancunier. Votre loisir préféré ? Ne rien faire. Et quand on fait rien, on fait quand même quelque chose, non ? On réfléchit, on rumine ? Oui, je pense qu'on réfléchit tout le temps. Votre personnage historique préféré ? François Mitterrand. Le personnage historique alors que vous placez en tête de vos détestations ? C'est difficile. Difficile de vous répondre, d'en choisir un. L'homme politique contemporain préféré ? Votre homme politique contemporain ? Vous voulez que je fasse réagir vos auditeurs ? Et beaucoup à gauche, François Hollande. Si vous n'aviez pas été sénateur, quel autre mandat politique auriez-vous aimé assumer ? Vous savez, j'ai été président de la communauté de communes de Rive de Moselle. Je n'ai pas spécialement de mandat politique. Je me serais consacré à mon métier. Je suis venu à la politique par la vie associative et par le sport, donc, et par l'organisation de la cité. Donc, c'est souvent sportif, la politique. Oui, mais à l'époque, c'était le handball. Le mot, la langue française, que vous détestez le plus ? Impossible. Votre devise ? Je n'ai pas tellement de devise, mais je pense qu'il faut beaucoup réfléchir et ne pas réagir trop vite. Donc, on pourrait dire, prends le temps, donne-toi le temps. Et on va terminer avec la 10e question. Votre rêve le plus fou ? Revoir très rapidement la gauche au pouvoir dans ce pays. Et la petite question surprise, puis j'aurai une petite question post-it juste après. Qu'est-ce que vous auriez envie de dire maintenant, tout de suite, là, que vous n'avez jamais dit publiquement ? Vous voyez un blanc. J'aurais presque envie de dire, Jean-Luc, ressaisis-toi et ne poursuis pas la haine que tu as pour les socialistes. Tu aurais pu être le Mitterrand des années 2020. Et la petite question post-it, avant de passer au morceau final, là, qui sera San Severino, le dormeur du Val vivant.
il y a une polémique là, qui est née en Moselle, à Metz, après l'annulation du concert de Bilal Hassani, qui est un peu porte-drapeau de la communauté LGBT+, suite à des menaces et à des récriminations, enfin, plus que fortes, des intégristes catholiques. Comment vous réagissez là ? C'est scandaleux que la liberté aujourd'hui d'expression amène certains à empêcher un concert d'un artiste. Je crois que tout le monde en Moselle a réagi, y compris le maire de Metz, les partis politiques, mon parti a réagi. On n'est pas, je dirais, dans une situation où cette église, qui était soi-disant une église... c'est une église désaffectée. Oui, depuis 500 ans. Depuis ouais. 500 ans. Ouais. Donc, je crois que là, les extrémistes, qu'ils soient catholiques ou pas, ont choisi un prétexte pour faire parler d'eux. Et ils ont réussi. Est-ce que ça signifie que la société est moins tolérante aujourd'hui qu'avant ? Non, je ne crois pas. Je pense que la société a évolué. La cause LGBT a évolué largement. Et la société, sauf dans certains milieux, mais si on veut parler de liberté, égalité, fraternité, la fraternité, c'est aussi de laisser et de comprendre ceux qui ont fait d'autres choix. Jean-Marc Todeschini, on va terminer l'émission sur ces paroles. Merci d'avoir accepté notre invitation et on vous réinvitera, c'est promis. RCN, www.rcn-radio.org